Ce que je peux dire, moi je travaille sur les couverts végétaux depuis 9 ans. J'ai pas mal expérimenté aussi, pas mal d'échecs, mais maintenant, je veux dire, je suis en phase de stabilisation. Moi, c'est beaucoup plus classique que ce que font les deux compères qui sont passés, qui sont vraiment très très innovants, qui n'ont pas peur d'innover. Moi, je suis un petit peu plus sur la réserve, mais chacun a sa philosophie. Voilà, et puis en même temps, je suis responsable du CREAB. C'est pas pour mettre en avant, c'est un centre régional d'expérimentation en agriculture biologique, pour principalement des grandes cultures. Voilà, il faut savoir que ça existe, qu'il est sur le domaine de la Our au conseil départemental. Voilà. Bonjour, Frédéric Barbeau. Donc, je suis agriculteur en biodynamie, en ABC depuis 2010. Avant, on était en agriculture de conservation. On a commencé le non-labour en 92, chez nous. Et donc, on est passé en ABC en 2010. Donc, on a commencé à faire plein de trucs un peu fous, en semi-direct strict sous couvert. Et puis, un petit peu comme nos compères, on s'est gamellé. Et on est revenu à un minimum de travail du sol. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille très peu les sols. On travaille les 5 premiers centimètres seulement. Et avec très, très peu de passages. Alors, sur du printemps, on est sur 2 passages pour détruire un couvert. Et puis sur une culture d'automne, on n'en fait qu'un. Voilà. Pour résumer. Philippe Nouvelon, je viens du Tarn. On travaille depuis 5 ans maintenant, donc on est en bio depuis 20 ans. Et il y a 5 ans, on a croisé un groupe qui faisait de l'agriculture de conservation conventionnelle, suivi pas mal par Agrodoc. Et donc le croisement de ces deux groupes a fait qu'on est un groupe maintenant qui est en bio et en semi-direct depuis 5 ans chez nous et 2 ans chez les collègues qui sont passés en bio. Donc, je crois qu'on progresse. Il y a des années, c'est pas évident, mais donc 5 récoltes. Donc, il y en a eu 4 en semi-direct intégral, en maïs et en soja. Je parle en culture de printemps. Donc, ça nous a permis de mettre au point un certain nombre d'outils, dont le rouleau, comment il s'appelle, le Rollensem de Nivi Santini, qu'on a mis au point avec lui. C'est probablement ce qu'on a fait de mieux pour l'instant. Voilà, et on travaille, on revient du travail du sol aussi, voilà, en attendant d'avoir progressé sur le semi-direct pur. Bonjour, Jean-Jacques Carbaille, j'ai un parcours un petit peu différent. Je suis fils d'agriculteur, mais je suis revenu à la terre, donc j'étais un peu néo-ruraux. J'ai démarré l'agriculture biologique en 1985. Et en fait, j'ai toujours fait une agriculture sans labour et en montant de plus en plus le niveau de travail du sol. Et dès le début, j'avais travaillé avec des composts, des engrais verts et sans intrants. Donc aujourd'hui, j'ai stabilisé un parcours, un itinéraire technique sur une autre propriété qui est un fond de vallée avec irrigation des terres à maïs. Et je fais une rotation 4 cultures d'été, donc soja, sorgho, soja, tournesol, suivi de 2 cultures d'hiver, c'est-à-dire un mélange protéagineux et un colza. Et la particularité, c'est qu'avant chaque culture d'été, je fais un couvert, un engrais vert d'hiver, et avant chaque culture d'hiver, maintenant, je fais depuis 2 ans un couvert d'été que j'irrigue pour démarrer. Et l'autre particularité, je ne travaille plus qu'à 5 cm selon la technique du collet qui consiste à séparer le verre des racines et laisser les racines en place pour ne pas avoir à bouger toute la terre qui est entre les racines. Merci. Bonjour à tous. Donc Paul Andrieux, donc une ferme de 87 hectares à Lectoure, en bio depuis 2010, avec l'adhésion au groupement des directeurs biologiques et biodynamiques, la sensibilité aux couverts végétaux par les différents intervenants qu'on a pu avoir et le groupe. Et donc en couverture des sols
quasi totale, sauf évidemment pour des blés derrière des soja ou des tournesols où on n'a pas le temps. Et avec une restitution, par contre, voilà, mécanique, en remuant le sol. Voilà, pas de des essais de semi-direct qui ont fait l'objet de journées il y a quelques années, mais voilà, pas en grande surface. Bon, du coup, qui aurait une question? Vous êtes bien silencieux. Bon, moi je vais en poser une du coup. Comment, en fait, est-ce que vous priorisez, donc on reparle d'agriculture biologique de conservation, donc rotation longue, diversification culturelle, limiter au maximum le travail du sol et mettre en place des couverts végétaux, couvrir le sol. Est-ce qu'il y a une priorité dans ces trois piliers ou est-ce que c'est un ensemble et comment je vais compléter, comment on fait le lien avec cette nécessité toujours criante de rentabilité économique? C'est pas très simple comme question. Mais... Moi j'ai le micro. On commence. C'est vrai qu'on se pose beaucoup. Pour les couverts végétaux, bon, on se pose des questions, mais sans plus, vu tout ce qu'on a entendu ce matin, ça fait des années qu'on travaille sur ces colloques qui mettent en avant l'intérêt des couverts végétaux. Je crois que là, il n'y a plus beaucoup de questions à se poser. C'est vrai que pour moi, je dis nous parce que je travaille avec mon frère. Donc ça fait 14 ans que je travaille en agriculture biologique, 14 ans en autonomie complète. Et je ne vois pas aujourd'hui véritablement de baisse importante des rendements. C'est vrai que je ne travaille avec les couverts végétaux que depuis 2009, mais c'est vrai que ça peut jouer un rôle très important dans la pérennité des systèmes et dans l'autonomie. Qui dit autonomie aussi dit économie ou oui, rendement économique important. Donc ça, c'est si on arrive à ça, donc forcément, on va s'y retrouver. Et le plus délicat, je pense que c'est comment on travaille son sol. C'est vrai que ça revient régulièrement. Est-ce qu'il faut labourer, pas labourer, profond, pas profond? Alors nous, on a essayé à peu près tout. Au début, on labourait tout. Ensuite, on a labouré que 50% de notre surface. Ensuite, on a fait, on fait l'opposé. Quand on laboure, après, on fait l'inverse. On fait du travail très superficiel, avec simplement un vibroculteur ou éventuellement un cultivateur. Alors, le labour, c'est un intérêt parce que c'est vrai qu'au niveau du salissement, au moins pour les graminées, on a quand même un impact non négligeable. On oxygène la terre aussi, c'est pas négligeable de l'oxygéner parce que parfois l'asphyxie fait que les cultures ne se développent pas. Mais effectivement, il y a quand même un brassage de la matière organique et ces pauvres insectes qui sont dans le sol, cette faune qui est dans le sol, on la malmène un petit peu. Donc à partir de là, on refait du travail en surface et là, on s'aperçoit justement qu'on a l'effet inverse. Enfin, inverse, on a un effet qu'on obtient, on n'a plus donc d'aération du sol, éventuellement. Lorsqu'on est très exigeant au niveau du salissement, on fait des passages répétés avec des étrilles ou rotatives. Et là, on engage un tassement du sol. Et finalement, au bout de 2-3 ans, on s'aperçoit que le sol, il est tassé. Et ce ne sont pas les couverts végétaux qui remettent en ordre. Donc, on revient sur un travail à ce moment-là profond, mais avec une dent, au lieu de retourner le sol. Donc, c'est-à-dire, on part avec, par exemple, une sous-soleuse, où là, on descend à peu près entre 25 et 30 cm. Là, on améliore parce qu'on ne fait pas de retournement, mais en même temps, en soufflant le sol, lorsqu'on y repasse après avec le tracteur, on a tendance à s'enfoncer et on fait des tassements en profondeur. Voilà, donc la dernière version aujourd'hui, c'est du travail entre les deux, c'est-à-dire 15 cm avec une dent qui va pas retourner et qui va structurer le sol sur les 15 premiers centimètres. Cette structuration, elle se fait systématiquement avant la mise en place des couverts végétaux, pour qu'ensuite, au printemps, lorsqu'on reprend ces couverts, la terre quand même est déjà un petit peu structurée. Les couverts structurent ensuite un petit peu plus tout ça. Et là, on a quand même beaucoup moins de risques d'asphyxie et les cultures, en principe, se développent correctement. Voilà, j'ai balayé un petit peu de ce que je faisais. C'est pas mal. Merci Alain. D'autres commentaires? Moi, ce que je pense que c'est... On ne peut pas décrier les personnes qui travaillent comme Jean-Christophe, d'autres personnes qui ont essayé le semi-direct. Toutes les initiatives sont louables à mon avis. Et je pense qu'en agriculture biologique, c'est vraiment le culte du compromis, quoi. C'est un peu dommage parce qu'on est obligé d'avoir une armada d'outils. Bon, mais une année, on va être obligé de ressortir les compacteurs sur une parcelle. Chez moi, je laboure à peu près tous les 3 ans, mais... En fait, il faut être extrêmement réactif et il ne faut surtout pas se précipiter.
Voilà, il faut observer beaucoup et en fonction de l'état de la parcelle, de son historique, etc., on va choisir tel ou tel outil. Mais il n'y a pas une technique infaillible qui marche tout le temps. Voilà, il faut vraiment être très réactif et très observateur. Par rapport à ce que tu as dit, à l'ABC, on retrouve les 3 piliers qui sont prépondérants. À mon avis, je ne sais pas trop lesquels je mettrais le premier, si c'est la pratique maximale des couverts végétaux, c'est-à-dire on fait travailler la plante par le soleil, on capte le maximum de carbone. Ça me semble un des premiers. Il y a la rotation dont on ne parle pas assez, qui est avec la diversité. Et il y a le troisième qui relie les tout, c'est comment on travaille le sol. À ce sujet, juste, je voudrais quand même faire un petit avertissement sur l'héritage qu'on se traîne du conventionnel, c'est-à-dire d'avoir du matériel très lourd, avoir besoin de chevaux. Dès lors qu'on est sur ces techniques-là, on peut diminuer considérablement les chevaux, donc le poids du matériel, passer avec du matériel plutôt en semi-porté qu'en porté, pour ne pas risquer de retasser si on ne veut pas travailler dessous. Mais il y a une autre idée aussi, comme point de repère pour ceux qui voudraient s'y lancer, qui est primordial, c'est que aller sur des cycles, des plantes à cycle plus court, pour disposer plus de temps pour implanter les couverts végétaux et pour qu'eux y travaillent, pour ne pas travailler en conditions pas trop portantes, tout ça, ça va de pair, et d'autant plus qu'on n'a pas de l'azote pour faire 140 quintaux de maïs. Voilà, c'est toute cette incohérence qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à réussir. Voilà. Oui, les 140 quintaux de maïs de Jean-Jacques m'étonnent un peu. Donc ça, c'est les pratiques du conventionnel. Et sans décrier les pratiques du conventionnel, bon, il y a 2 agricultures en France, enfin, il y en a 3 si on considère la 3e voie en grande culture. Bon, il faut, pour nourrir la population pour le moment, on va dire que dans le contexte dans lequel on est, où on gaspille à peu près 40% de la production, il faut conserver l'agriculture conventionnelle qui produit beaucoup et qui va nourrir le monde pour le moment. Mais de dire que l'agriculture biologique ne le nourrira pas, c'est un tort. Si on apprend à bien gérer les stocks et gaspiller beaucoup moins, on nourrira la planète, c'est pas un problème. Par contre, 140, ce qu'on cherche à faire en agriculture biologique, c'est vraiment la marge. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du blé biscuitier. Le blé biscuitier, c'est un contrat à 400 €. Bon, il y a des gens qui disent « Ah oui, rien que 400 €, quand en stockant, il y en a qui arrivent à la vendre à 480 du blé boulanger. » Mais ça m'est égal, du blé biscuitier, pratiquement sans intrants, rien qu'avec le couvert végétal, on arrive à faire à 30 quintaux. Il y a 2 ans, j'ai fait 31 quintaux. 31 quintaux à 400 €, ça vaut quand même la peine. Il n'y a que le travail du couvert végétal. Bon, il y a les façons culturelles, d'accord, mais ça nourrit son homme, quoi, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est vraiment la marge. Il faut arrêter de voir toujours cet objectif de rendement maximum. Non, enfin moi, en tout cas, dans mon cas, en agriculture biologique, je ne me fixe pas des objectifs inatteignables, quoi. Quand je suis à 25 quintaux en blé courant, bon, mais ça me satisfait, quoi. Si je suis à 18 quintaux en tournesol, ça va, etc., quoi. Oui, Guy, je vais abonder là. J'hésitais à aborder ce sujet, mais comme il reste encore un peu de personnes, là, je crois qu'il faut quand même ne pas s'affranchir d'un discours politique au sens étymologique du terme, évidemment. Bon, tu parles de marge et on peut reparler de quelque chose qui s'est dit à Marciac cet été. C'est que, quand je dis politique, c'est-à-dire qu'il est quand même curieux, à l'heure de la COP24, de toutes les épées de Damoclès qui pèsent sur l'humanité, puisqu'il s'agit de nourrir l'humanité, non pas la planète. Et la planète, ça sortira, tu sais, c'est la sémantique ou de la rhétorique. Et donc, il est curieux que, si vous voulez, bon, on a la chance d'être réunis ici, et je sais de quoi je parle, j'étais administrateur par des associations qui, entre guillemets, non pas moribondes, mais qui font tout pour essayer de porter un discours qui, malheureusement, n'est pas relayé par l'ancien monde, je dirais. C'est-à-dire qu'on doit quitter une vision. Autre chose, c'est qu'il faut faire très très attention, c'est-à-dire que moi je passe en bio à 50 ans, j'en ai 58, je me positionne comment par rapport à des couverts, par rapport à un risque, par rapport à quelqu'un qui achète de la terre à 10 ou 15 000 balles l'hectare, et à qui on va dire, tu mets un couvert. Non, alors, je vais aller jusqu'au bout. Ce que je veux dire par là, c'est que
nous sommes les relais, les gardiens d'une terre. Est-ce qu'elle nous appartient? Vous savez tous bien que non, elle ne nous appartient pas. On doit la transmettre pour qu'elle soit fertile et productive pour les gens qui viennent. Et ça, normalement, ça devrait être comme les peuples racines ou les peuples autochtones, ça devrait être ce qui nous relie à tous, c'est-à-dire la préservation de l'eau, la préservation de l'air, et surtout la production d'une nourriture saine. Bon, on n'est pas dans un monde de bisounours, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe actuellement, mais nous sommes porteurs, peut-être, les porteurs d'autres possibles. Ceci dit, sans des relais politiques, c'est-à-dire qui reconnaissent que des couverts végétaux vont filtrer de l'eau, vont promouvoir la vie du sol, vont faire de la photosynthèse, fixer du carbone. Quel est le rôle de l'agriculteur actuellement? Qui c'est qui entend parler d'un relais économique et d'une marge qui puisse être abondée par une petite aide pour quelqu'un qui viendrait fixer du carbone? Je ne suis pas en train de mendier, je suis juste là pour dire qu'avec une démographie qui s'effondre à le Gers, on le sait très bien, c'est le prochain truc qui nous pend au nez. On voit très bien, nous les Cumas, les gens qui ont 50, 60 ans, qui sont en train d'être paysans. Donc ce que je veux dire, c'est que cette terre, elle a besoin de soins. Je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes. Je suis très fier d'appartenir à ces groupes-là, de mettre en pratique des couverts. Mais je crois qu'à un moment donné, nous devons nous faire les témoins et les relais de quelque chose que nous ne pourrons pas porter uniquement avec nos petits bras. C'est-à-dire que des pois chiches, des lentilles, que sais-je, une production venue sur des sols vivants, qui respectent l'air, l'eau, l'humanité, ça a une valeur, quoi. Moi, je vais sortir un petit peu du politique pour revenir un petit peu aux techniques. J'ai 63 ans, je vais prendre la retraite. Ça fait 5 ans qu'on bataille un peu pour mettre en place une ABC qui marche, quoi, parce que bon, tous les témoignages qu'on a, et j'en fais partie, c'est très compliqué de sortir des bonnes récoltes, etc. Je suis quand même taquiné par un challenge d'amélioration très conséquente des sols par des gens qui sont ou qui étaient en semi-direct conventionnel avec l'aide du glyphosate. Alors, bon, le glyphosate, évidemment, c'est le petit coup de pouce qui leur permet de réussir. Mais en une dizaine d'années, ce sont des gens qui ont amené des sols très dégradés à des niveaux d'autofertilité qui sont assez hallucinants. Faut quand même, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns en France qui ont démontré quelque chose. Évidemment, ils se battent pour que le glyphosate soit quasiment bio, pour que ils ont des analyses de résidus pour dire qu'il n'y en a plus, bon bref, ils sont arrivés à un truc qui est techniquement, en termes pour un agriculteur qui s'intéresse au sol, qui est très intéressant. Et le challenge qu'on s'est fixé pour les gens qui sont dans ces réseaux-là, c'est d'y arriver en bio. Chaque fois qu'on voit un intervenant comme Madame Sartou tout à l'heure, on commence à voir arriver, parce que dans les premières sessions au cinéma à Auch, il y avait les comparaisons Labour-TCS, grosso modo, puis il y avait un petit essai foireux dans le coin du tableau de semi-direct en Suisse ou je ne sais pas où, bon, qui était pas si mal que ça, mais qui n'était pas crédible parce que les statistiques, je ne sais pas quoi, enfin bref. Donc moi je trouve que quand même pour des bio, enfin je parle peut-être pour des plus jeunes que nous, c'est un challenge. Je pense que on a beaucoup d'échecs, mais il y a des perspectives de réussir à travailler que le végétal et pas le sol. Et que je pense que les gens qui ont, enfin c'est pas un modèle, mais quand même, il y a des gens conventionnels qui ont montré que c'était une voie, et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Alors, pas tout le monde, ne mettez pas en péril vos revenus, mais je pense qu'il faut qu'avec les scientifiques, avec les constructeurs de matos, il y a vraiment quelque chose à inventer. Il n'y a pas qu'au niveau social qu'il y a des choses à inventer. Dans notre métier aussi, c'est très technique, c'est passionnant, et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être une étape sur tout ce qu'on voit à chaque fois ici, sur la vie du sol, sur son amélioration, etc. Et je crois qu'il faut qu'il y ait des gens passionnés qui s'intéressent à ce dossier-là,
on en connaît quelques-uns, on travaille en réseau, mais au niveau des agriculteurs, on est très isolé. Et je pense qu'il pour gagner ce challenge technique, quoi, il faut qu'on s'entoure de gens, il faut amener l'INRA, etc., à bosser et pas que défoncer des portes ouvertes. Voilà, je pense qu'il y a un challenge là-dessus. En tout cas, c'est un challenge qui m'intéresse. Et je pense qu'on est, je ne sais pas comment dire, moi ça me fait toujours de la peine de penser qu'en bio, on ne va pas arriver au même résultat que les conventionnels. Je pense que les résultats des conventionnels y baissent. Alors économiquement, n'en parlons pas, mais même techniquement, tout se dégrade. Et nous, on doit travailler à montrer que le bio, vraiment, il amène à une aggradation du sol, mais aussi de nos connaissances, de notre métier, etc. Donc, il ne faut pas le négliger, quoi. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on arrive à faire, il faut aller plus loin parce qu'il y a des pistes qui sont ouvertes et il faut les travailler. Merci Philippe. Bon, moi je suis désolé, je ne suis pas trop table ronde. Hein. Moi en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le bio, on s'est évertué jusqu'à maintenant en ABC à vouloir copier le système conventionnel. Et ça, c'était une belle connerie. Puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes schémas. On n'a pas l'azote minéral, on n'a pas le désherbage. Donc du coup, faire du semi-direct sous couvert en bio, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et c'est pas la voie d'avenir. Ça, on le sait tous, on s'est tous gamellés avec ça. Donc aujourd'hui, il faut mettre de l'eau dans son vin et repartir sur une nouvelle base. Donc pour moi, l'avenir de l'agriculture de conservation en bio, ça va passer par les anticipations de date de semis, ça va passer par des mélanges de cultures qu'on ne connaît pas encore. Même si aujourd'hui on fait des choses qui sont pertinentes, pour moi on est sur la bonne voie, mais on n'est pas encore rendu au Graal, loin de là. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'était que on s'est remis en question, on a remis du travail du sol. C'est pas une fin en soi, voilà, c'est provisoire. Peut-être qu'un jour on arrivera à faire du semi-direct en bio différemment, en semant des céréales en juin, en mai, comme on peut faire. On travaille tous sur ces sujets-là. Je pense que l'avenir il sera là-dedans, voilà. Merci. Moi, juste pour répondre aux 3 piliers, il y a un truc qui est important, si jamais ça vous trotte au coin de la tête, c'est déjà de commencer, d'essayer. Alors faites pas comme certains, comme moi, de tout passer. Faites des petits bouts. Commencez, essayez. Faites des mélanges, regardez comment ça se passe. Ne le faites pas sur une parcelle, une friche, enfin, où c'est que vous n'allez jamais. Ne le mettez pas au pied de la maison où c'est que vous le voyez tous les jours. Voilà, il y a une démarche à faire, il y a de l'observation, mais le principal c'est quand même de commencer et surtout ne rien s'interdire. Voilà, et s'écouter parce qu'on a tous les solutions. Il suffit juste de se faire confiance. Oui, j'allais dire, je crois qu'on peut passer le micro à Véronique parce que donc, elle a aussi son mari qui est enseignant-chercheur et qui a démarré un peu des travaux sur une ferme d'agriculture biologique. Peut-être qu'elle peut nous donner quelques informations. Nous, en fait, on a une petite exploitation alors qu'on a prise en 2008, des terres familiales, qu'on a passé en agriculture de conservation, sans travail du sol. Alors au début, on a juste gratouillé un petit peu en surface. Et puis, comme on n'utilisait pas de fongies, pas d'insecticides, juste un peu d'herbicides, on s'est dit, allez, soyons fous, on y va en passant bio, quoi. Alors, bon, ça ne marche pas encore. Hein. Je ne vais pas dire qu'on a le système... de toute façon, il n'y a pas de système parfait. Il n'y a pas de système qui soit applicable partout. On commence à avoir des solutions. Donc, on est en non-travail du sol. Aucun travail du sol, juste le semis et en bio. Donc, ouais, ok, ça ne marche pas toujours. Mais bon, il y a des cultures qui semblent être intéressantes. On commence à avoir des résultats pas négligeables, notamment avec le pois. Et ça se passe comment? Vous récoltez, vous ressemez? On récolte, on sème. Ouais. Enfin, on attend que le couvert d'été pousse, ou on sème un couvert d'été. Là, cette année, on a semé des couverts d'hiver et du pois fourragé dans l'herbe. Bon, ça donne ce que ça donne, mais bon, le pois, ça a l'air pas trop mal, donc on attend de voir la suite. Donc on n'a pas la solution. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être opportuniste.
il faut, il y a un truc qui marche pas, mais tant pis, on change et puis on va voir ailleurs. Il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Nous, on a la chance de ne pas vivre de l'exploitation et de pouvoir faire des essais et d'essayer de comprendre les mécanismes, puisqu'on est tous les deux dans la recherche plus ou moins directement. Et donc, bon, ben voilà, on essaye d'expliquer les choses, essaye de comprendre, et on essaye de voir aussi quelles sont les expériences de chacun. Je ne pense pas qu'il y ait... la priorité, c'est chacun qui la donne. Nous, la priorité, on l'a donnée à... On veut essayer de voir ce qui se passe si on ne touche plus jamais le sol. Et on veut être en bio. Donc voilà, ça c'est notre priorité. Après, certains, ça va être la rotation, d'autres... Et c'est vrai que nous, on a l'avantage de ne pas avoir des besoins de vivre de l'exploitation. Bon, on n'a que 32 hectares cultivés, hein, donc on ne va pas aller bien loin en grande culture avec ça. Mais il n'empêche que, bon, ce qu'on essaie quand même, c'est que ça soit productif et qu'ensuite on puisse expliquer comment est-ce qu'on peut y aller, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que pour l'instant, on sait plus ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est intéressant, oui. Et puis, de toute façon, le système, il est fait pour essayer d'aller plus loin, pour essayer de comprendre comment ça se passe. Mais on se rend compte qu'il faut utiliser des plantes, quelle que soit la culture, il faut avoir des plantes qui soient, entre guillemets, agressives. C'est-à-dire que quand on a des variétés qui ont absolument besoin d'avoir de l'azote pour démarrer, bon, mais c'est pas là qu'il faut y aller, quoi. Bien sûr, on a les précédents légumineuses, mais bon, on n'a pas d'azote minéral, donc il faut avoir des plantes qui poussent sans qu'elles aient besoin de tuteurs pour pousser. Il faut, voilà, c'est ce genre de choses. Mais plus on a de diversité, nous on l'a vu, plus on a de diversité dans les parcelles, moins on a de problèmes sanitaires. Je ne parle pas de l'enherbement là, mais moins on a de problèmes de maladies, moins on a de problèmes de ravageurs. Il y a eu des années, depuis qu'on a repris le sol, les terres, il y a eu des années où il y a eu énormément de maladies dans le secteur. Nous, on n'a jamais rien vu. Énormément de problèmes de pucerons, de jaunisse, de choses comme ça. Nous, on n'a rien vu. Bon, il y a quand même des choses qui marchent. Ça ne produit pas beaucoup, d'accord. Et pour l'instant, le système, il est encore en cours d'évolution. À voir ce que ça donnera dans quelques années. Je n'ai pas encore la solution. Donc il y a des haies partout et des arbres isolés. Il y a des haies, enfin, la plupart des parcelles ont un bout de haie, un bout de bois, des bandes enherbées, des bords de ruisseaux, enfin bref. Oui, on est dans un paysage quand même qui n'est pas... Mais même avant, il y avait déjà ces bordures, avant que nous, on reprenne l'exploitation et qu'on la passe d'abord en ACS et ensuite en ABC. Il y avait quand même plus beaucoup d'oiseaux, il n'y avait pas forcément beaucoup d'insectes. Bon, il y avait des chevreuils et des sangliers, ça, pas de problème. Mais depuis qu'on a changé nos façons de travailler, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des perdrix, il y a des cailles, il y a des faisans, et pas seulement ceux que les chasseurs lâchent. Il y a des insectes, enfin, il y a de tout, quoi. On voit, il y a les chouettes qui sont revenus. Enfin, voilà, on voit la vie qui revient. D'ailleurs, on voit les chasseurs qui reviennent aussi, parce que comme il y a du gibier, ils reviennent. Mais voilà, ça veut dire que quand on fait évoluer le système, il y a des choses qui changent. Et il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup d'investissement pour faire changer le système. Voilà. Après, il faut du temps, il faut être patient. Merci. Une question ? Oui, moi j'ai une question du coup. Pour revenir à ce que vous êtes en train de dire ce matin, vous parlez pas mal de désherbage, du coup d'enherbement, mais dans vos systèmes, est-ce que vous avez quand même la contrainte des ravageurs ou de la maladie, ou c'est quelque chose qui fait vraiment pas partie de vos principaux problèmes ? Pour notre part, nous on n'a aucun problème de ravageurs, aucun problème d'insectes, aucun problème de maladie. Donc nous on est sur un système où on travaille relativement peu les sols, on n'a pas des grosses productions, on est sur des terrains qui sont très limités en potentiel, mais on atteint quand même des niveaux de 2 tonnes de rendement. Donc pour moi, je ne cherche pas spécialement à faire beaucoup plus. Sans intrants, on est relativement... c'est honorable, on vit très bien de ce qu'on fait. Et quand on ne fait pas des Formule 1, on n'est pas du tout embêté par ces problèmes de maladie et ces problèmes d'insectes. Donc en plus, qui plus est, quand on est sur des systèmes avec des sols vivants, il y a encore moins de problèmes. Alors après, moi je ne suis pas scientifique, je ne peux pas expliquer tout ça. Ce qui est sûr, c'est j'ai pas de problème de limaces,
j'ai pas de problème de maladie du tout. On a juste des problèmes de bruge à la rigueur qu'on peut avoir sur les légumineuses. C'est le seul problème d'insectes que je pourrais avoir. Et ça, j'ai du mal à l'expliquer parce que pourtant, nous, on fait tout en culture associée. Et les féroles, les pois sont mélangés en général avec une céréale, toujours. Donc on a au moins féroles, blé, pois. Et malgré ça, on a quand même des problèmes de bruge. C'est relativement faible, mais ça arrive. L'année dernière, j'ai eu une explosion de bruge. Mais c'est le seul problème que j'ai pu avoir. Voilà. C'est un constat général. Oui, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on a plus de problèmes ailleurs que ça nous passe à côté, quoi. Non, moi, ce que je retiens, c'est que chaque fois qu'on rencontre des scientifiques, je vous avoue qu'on ne comprend pas tout. Enfin, là aujourd'hui, c'était bien, mais il y a eu des fois où c'était plus compliqué. Ce qu'on retient à chaque fois, et quel que soit le collègue du groupe chez nous qui reviennent d'une journée comme ça, c'est que on n'a pas tout compris, mais on sait qu'on travaille dans le bon sens. C'est-à-dire que chaque fois qu'on laisse de l'espace, qu'on laisse de la diversité, qu'on ne travaille pas trop le sol, etc., ça va dans le bon sens, on a moins d'ennuis. Alors nous, on l'a déjà constaté, évidemment, faire du semi-direct dans les couverts végétaux, les gens nous disaient les limaces ont tout bouffé. On n'a jamais eu de problème de limaces, on n'a jamais eu... Enfin bref, toutes ces questions-là, franchement, on les a pas, quoi. Les gros dossiers, c'est l'herbe et la minéralisation ou la fertilisation pour avoir des cultures qui poussent et qui fassent du résultat. Quand on aura résolu ça, peut-être on aura des soucis on pourra s'attaquer à des choses plus de détails ou plus pointues ou plus saisonnières plutôt, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que là où on est sûr d'avoir raison, c'est que dès qu'on va dans un équilibre global, on résout les 3/4 des problèmes. Et votre exposé encore ce matin, moi j'en ai retenu sur tout ça, quoi. Voilà, et puis il y a une formule, alors je sais pas de qui elle est, je ne sais pas si elle est du pape ou d'Hervé Covès, mais il y a une formule qui dit que le temps gagne toujours sur l'espace. Donc ça veut dire que on s'agite beaucoup pour trouver des choses, etc. Et on pense sans doute qu'on ferait mieux chaque fois qu'on laisse faire, ça va plutôt mieux que chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit avant d'aller tout péter, une culture qui a l'air d'être pas terrible, de tout casser, de tout retourner pour en faire une autre, puis qui va pas marcher non plus. Enfin bref, il faut vraiment faire confiance au temps et puis à la nature aussi, quoi, parce que je pense que les problèmes ne sont pas toujours là où on les cherche, et en tout cas, c'est souvent réconfortant de voir qu'on s'attendait à avoir vraiment des catastrophes au niveau résultat, puis que c'est finalement pas si mauvais que ça, et puis que comme disait Jean-Christophe, le sol s'améliore. Bon, on part de quelque chose de dégradé, donc il faut être patient. Le temps gagne toujours sur l'espace. Voilà. Donc moi je confirme tout à fait l'aspect sanitaire et prédateur, c'est l'approche globale qui le résout. Et après ce que tu as dit, c'est que dès lors qu'on veut arriver à faire produire le maximum, on se heurte aux deux leviers qui sont opposés, c'est-à-dire l'enherbement et la minéralisation. Voilà. Donc ça reste les deux opposés à gérer. Et c'est bien la rotation avec la présence des légumineuses, les couverts et le travail superficiel qui, moi, m'apparaissent comme une façon de piloter ces deux composantes. Juste. Oui, non, par rapport à la question directement que tu as posée, par rapport aux plantes concurrentes, je pense que dans le système couvert et dans la pratique des couverts, on sème à l'automne les couverts, donc on affine notre sol, et là, systématiquement, les plantes concurrentes lèvent, on les détruit bien évidemment avant qu'elles soient montées en graines, c'est-à-dire fin avril, en gros, et lorsqu'on détruit, on a donc des reprises de sol. Cette reprise de sol fait que le sol est beaucoup moins fin qu'à une sortie d'hiver après un labour. Et là, il y a des plantes concurrentes comme le panier de pied de coq qui sont très désavantagées parce que la terre est grumeleuse et cette graine a du mal à germer sur une terre qui est relativement grossière. Voilà, déjà, au moins pour cette plante-là, on a un effet très favorable. On la contrôle beaucoup mieux. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est sous forme de conclusion que s'exprime là. Et alors... bon, vous l'avez compris, bon, moi j'ai oublié, mais il faut prendre un peu de...
m'amuser avec moi-même. Alors Guy, il aborde un sujet important parce que, en fait, nous, depuis qu'on organise, bon, enfin moi, toi, depuis que je vois les colloques et tout, et comme tu disais, c'est-à-dire que bon, ben écoutez, on est 350 000 paysans, alors on est comme des paysans, des éléphants dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire c'est prodigieux quoi, cette vie, quoi. Ça nous dépasse à tous. Alors sitôt qu'on rentre dans un champ, eh ben, comment faire le moins de dégâts possible, comment tout au moins la préserver ou la transmettre, quoi. Alors, moi aussi, je pense que d'abord, il faut qu'on mange moins tous et plus de végétal, ça c'est la première chose. Donc ça veut dire que même si l'agriculture biologique, c'est sûr, il y a de la sonde du pétrole, il va y en avoir moins et compagnie, donc ça c'est une chose. Après, voilà, je partageais ça avec Jacques Pêche, le président du Bio du Gers. C'est-à-dire, c'est une émission de cette semaine, là, sur France Culture, où le gars rappelait que l'agriculture, à l'échelle de l'humanité, c'est le néolithique, c'est un accident. Hein. C'est un grave accident d'ailleurs, l'agriculture, puisque c'est la cessation du statut de chasseur-cueilleur. Et donc, les paysans, quand les paysans font 7 enfants, le chasseur-cueilleur, il en fait un. Parce qu'évidemment, il se reproduit en fonction des ressources, quoi. Donc, voilà, nous, on essaie de se dépatouiller avec tout ça. Et puis, voilà, on fait au mieux. Je finirai quand même sur les choses plus techniques. Moi, ce qui m'a ébloui, c'est le mot. C'est que moi, j'ai fait 30 ans d'agriculture chimique parce que j'ai commencé à 18 ans sans être paysan. Et ben, j'ai fait comme les autres, quoi. Moi, je croyais qu'il fallait acheter tous ces produits, tout ça, laisser 40 000 balles par an dans les copés. Et puis, bon, sans fongicide, il n'y a pas de maladie. Des antiloches, on n'utilise plus. Bon, voilà, et les rendements, ils sont ce qu'ils sont, et les revenus, ils sont meilleurs. Voilà. Ouais, moi, je voudrais juste rajouter un petit truc tout à l'heure. C'est vrai que bon, je suis profondément convaincu par l'agriculture biologique. Et des fois, j'ai peut-être une façon de m'exprimer, en tout cas, Quentin m'a mis en garde hier, et une façon de m'exprimer qui peut être pris par des conventionnels comme une façon de discuter à couteau tiré. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Les deux agricultures, elles peuvent largement cohabiter. On a parlé, enfin, je sais pas comment il s'appelle, M. Dutard, on a parlé de l'agriculture conventionnelle qui avait fait pas mal de choses en semi-direct et qu'on a essayé de transposer les choses en bio et ça ne marchait pas forcément. Et qu'il faut que nous, bio, on regarde aussi du côté conventionnel. Moi, je constate un truc depuis quelque temps, c'est que les agriculteurs conventionnels qui nous critiquent, c'est vrai, assez ouvertement, on le voit dans les assemblées générales de COP et tout ça, ces gens-là, ils sont quand même extrêmement à l'affût de tout ce qu'on a réalisé, tout ce qui s'est échangé autour de cette table au niveau des couverts végétaux, des techniques culturelles, enfin des ITK, etc. Donc, je pense que la sagesse voudrait qu'on aille, on se mette à travailler tous dans la main dans la main, bio et conventionnel, quoi. Il faudrait essayer d'arrêter un petit peu ces querelles de chapelle, quoi. C'est vrai que moi j'ai tendance à riposter si on m'attaque, mais de notre côté, on a tout à perdre de travailler chacun de notre côté. Et alors le gros risque, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément peur, c'est qu'avec la gestion des politiques aujourd'hui, on a tendance à vouloir légiférer un petit peu la réglementation du bio, et le pire du pire, ça serait que pour améliorer la productivité du bio, on commence à tolérer l'utilisation de certains produits chimiques en bio. Alors là c'est le fiasco, quoi. Il n'y aura plus de bio, il y aura... voilà. Parce que le maître mot des gens conventionnels, c'est de nous attaquer sur le fait que mais le vrai bio, ça n'existe pas. Bon, d'accord, il y a la pollution diffuse, tout ça c'est certain, il faut en tenir compte, mais on fait quand même du bio, on laisse des bandes de coupure avec le voisin et on fait attention si jamais il y a eu pollution. Bon, le bio, il a quand même sa valeur, il est vérifié, contrôlé, donc je crois qu'on peut encore lui faire confiance. Et il faut vraiment se battre pour travailler agriculteurs de tout poil, et passez-moi l'expression, ensemble pour faire avancer les systèmes, mais surtout protéger le bio qui reste vraiment du bio, quoi. Parce que Paul a parlé tout à l'heure de rémunération, sur le fait que c'était relativement important de défendre des prix. Si on passe vers un bio alternatif, les prix vont se casser la pipe et plus personne s'y retrouvera, quoi. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs conventionnels qui sont en galère. Moi, j'ai des copains qui sont vraiment en galère. Nous, ça va plutôt mieux. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on mette tout ensemble nos techniques pour améliorer
la situation de chacun, quoi, autant des conventionnels que des bio, et surtout que personne n'y perde la face. D'accord. Un commentaire dans la salle. Oui, moi je suis un peu surpris quand même de vos... un peu de... par rapport à tous, vous avez connu l'érosion. Et aujourd'hui, je voudrais pas quand même... Je trouve qu'on ne se préoccupe pas assez de cette problématique-là. Parce que, enfin, vous savez les dégâts que ça fait, beaucoup l'ont déjà essuyé avant d'être en bio. Et après, ils étaient passés, bon, on est comme nous, on a fait beaucoup de semi-directs pour arrêter le bio. Après, on est passé en bio. Mais bon, justement, moi, je crois qu'il faut encore avoir à cœur aujourd'hui de faire ce qu'ils disaient les deux intervenants d'aujourd'hui. Hein. On l'oublie un peu, mais je pense qu'il y a quand même des solutions aujourd'hui. Personne n'a parlé vraiment un petit peu du striptease. Parce que je pense quand même que sur toutes les cultures de printemps, parce qu'on a eu un printemps, vous avez vu un peu les dégâts qu'il y a eu chez moi, autour de chez moi, il y a beaucoup d'agriculture en bio, mais pour moi c'est une catastrophe écologique. Hein. Moi je te dis, ça ne va pas durer longtemps comme ça. Parce qu'il faut voir les ruisseaux enfin, qu'il y a eu. C'est pour ça qu'aujourd'hui le striptease, j'aimerais bien que beaucoup plus d'agriculteurs fassent des petits essais. Enfin, mais parce que je pense que la solution va être là dans un premier temps, c'est pas justement ne pas travailler du tout le sol, le travailler un petit peu pour minéraliser sur la ligne, réchauffer le sol. Et je pense que là il y a des solutions quand même. Mais bon, je suis un peu surpris de ne pas en entendre parler, quoi. Ça me déçoit beaucoup même. Le débat qu'on a évoqué entre les conventionnels et les bio, aujourd'hui, dans le monde agricole, je ne parle pas des responsables agricoles, hein. Bon, eux ils sont à l'ouest, on n'en parle plus, mais dans le monde agricole, aujourd'hui, les bio ne sont pas du tout marginalisés. Il y a des conversions bio d'ailleurs de plus en plus, et même ceux qui sont en conventionnel ont un respect pour les bio. Enfin, ils sentent que de toute façon ils sont tellement mal que n'importe quelle option les amène à réfléchir, mais ils ont toute la société sur le dos, et aujourd'hui, de plus en plus de bio qui disent qu'ils vivent mieux, déjà les prix sont bien plus élevés, etc. Ils ont au moins un prix, même s'ils galèrent un peu dans leur production, il y a quand même pas mal de bio maintenant qui maîtrisent le sujet, etc. Bon, et donc, surtout dans les régions très érogènes, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, bref, quand ça penche et qu'il pleut, je pense que les groupes de travail qu'on représente ici, on a une réelle responsabilité. Moi, j'évoque souvent, le cas le pire de conversion bio, c'est quelqu'un qui est éleveur, qui arrête les vaches et qui passe en bio, sans avoir réfléchi à la conservation du sol, qui passe en bio traditionnel, c'est-à-dire avec tout le travail du sol, labour compris, etc. Donc en fait, le mec, il fout ses prairies en l'air, et puis il se met à travailler ses parcelles 10 fois par an. Bon, ben, si ça penche un petit peu, c'est mort. En 5 ans, la ferme, elle est partie. Hein. Donc on a une réelle responsabilité d'accompagner des conversions bio dans un système agronomique qui les sauve, parce que sinon, ils vont à leur perte, hein, les mecs. Hein. Donc, et nous, on était quand même un peu dans ces conditions-là. Bon, nous, on est sur une ferme qui est toute plate. Mais dès qu'il y a des conditions de coteaux et de territoires difficiles, si on n'apporte pas de solution, donc déjà je trouve que c'est vachement bien de vulgariser un peu ce qui se fait de mieux, quoi, mais ça va être une catastrophe, quoi, hein. Donc on risque d'aggraver le système. À la limite, les mecs qui sont en conventionnel, en agriculture de conservation conventionnelle, avec un peu de glypho, machin, ben, il vaut peut-être mieux qu'ils attendent de passer en bio, d'avoir trouvé des solutions pour ne pas reprendre des outils de travail du sol, surtout dans les conditions difficiles, quoi. Alors, dans les solutions, effectivement, il y a le striptease. Bon, c'est pour l'instant ce qu'on fait de moins mal, quoi, hein, voilà, pour garder un maximum de terre sur les exploitations, quoi. Elles ne partent pas toutes au ruisseau, quoi. Et quand on voit un printemps comme cette année, nous, la rivière Tarn, au moment où il pleuvait le plus au printemps, quoi, j'en ai fait des films, j'en étais malade, quoi. Et quand on voit les tonnages et les tonnages de terre qui sortent là, en aval de départements comme l'Aveyron, etc., qui penchent beaucoup, le nord du Tarn, mais c'est à pleurer, quoi, hein, c'est vraiment catastrophique. Hein.
Moi, je voulais dire, déjà, je ne m'amuserai jamais à critiquer les gens qui passent en bio, parce que je vois d'où vient l'origine de cette critique, ça me plaît pas beaucoup. Donc, les gens qui passent en bio, ils passent à leur rythme, ils passent en fonction de leur capacité à gérer un nouveau système. Ils évolueront au fur et à mesure. On est là exactement pour les faire évoluer, mais pas de suite aller dire oui, il y a des bios qui font n'importe quoi. Ça, c'est insupportable. Déjà, enlever tous les pesticides, tout ce qui est dangereux, c'est énorme, c'est considérable. Ensuite, on en vient à gérer l'érosion, certes. Mais alors là, il faut être très très prudent quand on critique de cette façon-là. Et maintenant, rien ne t'empêche de nous expliquer exactement comme tu fais. Et nous, ça ne nous gêne pas que tu viennes à la table ronde. C'est pour là, tu n'as pas été invité, mais tu as tout à fait ta place. Et c'est intéressant aussi que tu nous dises ton avis et voir comment toi tu gérerais ce problème-là, puisque tu le soulèves. J'ajoute juste un truc là. Pardon. Par rapport aux limiter l'érosion, enfin, moi j'habite dans une petite commune où on a vraiment de très très graves problèmes d'érosion avec des inondations, des coulées de boue, de la boue, des limons dans les maisons, à chaque fois qu'il y a un orage un peu important. Donc il y a eu des mesures municipales, on a planté des haies, il y a quand même une certaine solidarité. La commune aide les agriculteurs de ce côté-là aussi, ça coûte rien du tout, pas un copec, de planter des haies. Moi j'en ai planté un petit peu, je vais en replanter. Il y a plein d'agriculteurs qui en ont planté. Je suis en bio, vous avez vu par rapport à mes ITK, c'est vrai, je travaille beaucoup mon sol, c'est vrai, je laboure tous les 3 ans à peu près, mais je travaille toujours à la perpendiculaire des pentes. Ça c'est une première des choses qui est relativement importante. Ensuite, j'ai pas d'herse rotative. J'ai un rotalabour, je m'en sers de temps en temps, mais c'est loin d'être systématique, quoi. Je reste sur des outils beaucoup plus conventionnels, herse, vibro, cultivateur. Donc j'évite de faire du très très fin. Bon, et sans critiquer, toujours pareil, mais dans le bassin versant qui est vers le village et qui nous pose vraiment d'énormes problèmes, il y a des agriculteurs conventionnels qui sont des braves gens, qui sont des amis. Bon, ils ont leur méthode de travail, ils ont des tracteurs puissants, ils travaillent des surfaces importantes. Ils travaillent dans le sens de la pente, ils labourent à 35, ils passent la rotative fin comme si c'était pour semer de la salade. Voilà, ça c'est des problèmes. Bon, mais il ne faut pas se jeter la pierre les uns aux autres. Si tous on y met un petit peu, on arrivera à un résultat, je pense. Oui, non, mais bon, après quelque part c'est pour être provoque, parce que sinon moi je dis il faut avancer quand même. On est dans le Gers. Hein. Enfin, moi, parce qu'aujourd'hui on est au sein du Gers. Il faut quand même savoir que dans le Gers c'est 80% de terre en pente. Et 20% de terre. Et on est quand même visé du doigt au niveau national. Il y a le Gers, c'est le Lot-et-Garonne. Hein. C'est les eaux les plus terreuses de toute la France. Et c'est vrai que moi, il y a un petit moment que je le dis, hein, si on ne garde pas 50% de prairies, parce que les solutions, par rapport à trouver des solutions pour l'avenir, parce que travailler le sol, je pense que peut-être qu'en bio, ça sera toujours nécessaire, c'est possible, mais je pense qu'il fera. Ce qui ne va pas, c'est qu'on a abandonné l'élevage. Il fallait garder 50% de prairies. Il y a un petit moment que j'en parle, mais c'est la seule solution. Parce que je le vois, moi, il y a des prairies de 3 ans que je retourne, que je travaille un peu justement en surface pour les détruire, parce qu'on n'a pas trouvé toutes les solutions. Bon, on commence avec du striptease, des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, cette année, on l'a vu. Il y a les premières années, même si on détruit une prairie en surface, il n'y a pas du tout d'érosion. Alors, mais parce qu'il y a eu une prairie pendant 3 ans. Je crois que la solution dans les coteaux, si on est obligé de travailler le sol, ça passera par de l'élevage avec des prairies. En partie, pas forcément tout le temps, mais au moins la moitié du temps. Je me permets de te répondre aussi. Par rapport à l'expérience que j'ai eue, il y a les cultures d'été, il va falloir peut-être réfléchir et peut-être les abandonner aussi. Quand on a les températures qu'on a, l'hygrométrie qu'on a, c'est peut-être intéressant, vu que les hivers sont de moins en moins froids, c'est peut-être intéressant de travailler les légumineuses semées à l'automne. Comme ça, au printemps, on n'a plus à toucher les sols, ils sont couverts. Il y a ce chemin-là à sortir aussi. Pourquoi s'entêter à faire du soja? On sait que se nourrir avec du soja, pour nous, c'est pas bon. C'est pas moi qui le dis, c'est les docteurs disent que c'est pas l'idéal. Pourquoi s'entêter à faire du soja? C'est toujours pareil. On fait un copier-coller de l'agriculture conventionnelle qu'on pose sur de l'agriculture bio. Alors, quand on veut préserver les sols, la période la plus néfaste, c'est le printemps. On ne devrait pas rentrer dans les champs. On fait ça à l'automne. C'est la période où la terre, justement, où l'activité biologique est plus calme. On active, on prépare, on fait nos semis, et après on n'a plus rien à faire. On n'aurait plus à... Si, on va se promener dans les champs, regarder ce qui se passe. L'irrigation, c'est pareil, ça peut être... c'est pas naturel.
voilà, je pense qu'il y a des pistes justement pour éviter que cette terre qui part à part la nouvelle et qu'on ne reverra jamais, on peut l'éviter. Et c'est sûr, c'est en travaillant tous ensemble. Parce que si d'un côté du ruisseau, on fait ce qu'il faut, mais en face, le voisin, ou vice-versa, je m'y mets dedans aussi, d'accord, on aura diminué par 2, mais le but, c'est de garder toute la fertilité chez nous, là où elle doit être, pour que dans quelques années, les repreneurs puissent produire des graines aussi, quoi. Je pense qu'il y a aussi un problème politique. C'est aujourd'hui, malheureusement, avec notre syndicat majoritaire, on voit bien vers où on veut aller. Et quand on parle d'installation d'un jeune, la Chambre d'agriculture dit à moins de 100 hectares, c'est pas la peine. Donc on pousse vraiment les gens vers des grosses structures, l'agrandissement. Et on pousse aussi, et on le voit depuis déjà assez longtemps, des spécialisations. Donc le Gers, il n'y a presque plus d'élevage, énormément de cultures. On voit des camions de paille qui partent vers le Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron, etc. Tout le temps. On ne voit jamais un camion de fumier revenir. Et là-bas, il y a de l'élevage à outrance, et il y a une pollution, enfin, qui est la pollution organique, d'accord, qui est relativement plus importante parce qu'ils n'ont pas la terre à étage et ils génèrent énormément de fumier, donc ils le mettent sur la surface qu'ils ont, et ça c'est grave. C'est sûr que si on avait gardé, et si on avait des politiciens qui aujourd'hui tirent les leviers pour recréer de l'exploitation à taille humaine avec de l'élevage bien rémunéré et beaucoup mieux rémunéré en bio qu'il est, parce que malheureusement pour les éleveurs en bio c'est un petit peu juste, eh bien peut-être qu'on arrivera à un meilleur résultat au niveau de l'environnement, au niveau de la protection des sols, au niveau de la qualité alimentaire, au niveau du bien-être animal aussi. Enfin, c'est un tout, quoi. Mais je pense qu'on est gouverné aujourd'hui par des cheminots. Hop, je vais donner la parole à côté. Oui, pour revenir à la bio à 2 vitesses, où on craint l'arrivée de produits chimiques intermédiaires, on va dire, il ne faudrait pas quand même oublier ce qui se passe en Europe, en Allemagne, en Suisse. Moi, je le pratique depuis 20 ans. Hein, c'est l'apport de levain de pin qui dépollue les sols allemands et que j'ai constaté de visu parce que ça a impacté chez un voisin. Voilà. Alors donc déjà, pour relancer la vie microbienne, sans couvert de végétation, moi je vous relance la vie microbienne de mon sol. Je vous le dépollue déjà, nettement, et je l'ai vu avec le voisin qui avait une phytotoxicité sur un colza. Ensuite, il existe toute l'herboristerie depuis longtemps, l'ortie, la prêle, la conso, tout ça. L'ortie, la prêle, c'est de la silice. La silice, c'est un constituant, toutes ces plantes et toutes ces algues marines jouent à l'équilibre alimentaire de la plante, permettent une bonne protéosynthèse, transmission des formes azotées et autres. Et une plante bien nourrie avec tout ça, on évite les insectes et les maladies. Et là, on frappe dur. Et on a les orties concentrées. Moi, aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'emploie de l'ortie concentrée. Je vous nanifie tous les régras, toutes les matricaires, tous les laiterons, toutes les elmencies. Et seulement, personne n'en parle. Bayer connaît la chose, mais il ne diffuse pas. Et si on diffuse que toute l'herboristerie française, avec les algues marines de Bretagne et tout ça, ça vous assure un équilibre alimentaire de toutes les plantes, et sans maladie, là vous descendez toute la chimie, c'est tout. Et avec la dépollution, avec le levain de pain, le pain fermenté du paysan boulanger, hein, mis dans l'eau, ça vous détoxifie les sols des métaux lourds qu'il y a dans le sol. Et votre vie microbienne, elle explose. Moi, quand on passe sur le bord de mes routes, j'ai du tournesol à plus de 20 quintaux hectares, vu de la route. D'accord? Parce que quand on sème fin juin, on finit à 12 quintaux, mais les mecs, ils en pètent à avoir des tournesols comme des assiettes. Voilà. Et sans mauvaises herbes. Une question. Ça, okay. Pour information. Hein. D'accord. Surtout par rapport aux chercheurs qui ne parlent jamais de cette herboristerie et de ces algues marines. Oui, on en reparlera. Attends, j'ai une question concrète et on n'a plus de temps en fait. J'avais une question pour Monsieur Barbeau, qu'on connaît moins. Et c'est intéressant parce que vous disiez plutôt de retranscrire l'ancien système, le système d'agriculture de conservation en bio. Il faut créer quelque chose de nouveau. Alors à table, vous aviez fait une formation hier, j'ai entendu des choses intéressantes. Est-ce que vous pourriez prendre
je sais pas moi, une parcelle en expliquant son sol, et après voir la rotation que vous faites et comment vous implantez la succession en 5 minutes, me dit Quentin. Et en s'autorisant le sol, parce que si je reprends Jean-Christophe Badi, j'ai bien aimé quand il dit on s'interdit rien, mais on respecte le sol, et pour moi ça c'est très juste. Voilà. Les éléments essentiels peut-être de ton fonctionnement, on n'aura pas le temps en 5 minutes, il est 5 17h. minutes, c'est pas possible. Oui voilà, on va conclure, ce sera la dernière question. Donc ouais, ton fonctionnement, mais ce qui est intéressant aussi sur ce qu'on dit là, ce qu'a dit François aussi Coutan, sur le non-travail du sol, et toi ton système qui n'est pas forcément comme ça en fait, et aussi avec des coteaux. Je sais pas quoi dire en 5 minutes, parce que c'est tellement compliqué. Rotation. Ah non, en 5 minutes, c'est pas possible. Non, comment vous dire, moi, au jour d'aujourd'hui, mon système, j'ai une rotation, on va dire, classique de 9 ans, avec 3 années de prairie et 6 ans de culture. Voilà. Donc je suis en céréales. L'érosion, pour moi, c'est un problème. Je suis en coteau et je trouve ça très important d'avoir des prairies. Et chez moi, en tout cas, le sol n'est jamais nu plus de 3 semaines. Et 3 semaines, c'est parce que c'est au printemps, quand je détruis un couvert ou une prairie, et qu'il faut le temps de faire crever la prairie pour pouvoir ressemer. Sinon, il y a toujours une succession de cultures qui se suivent, les unes derrière les autres ou les unes dans les autres. Donc, partant de là, pour moi, l'érosion, j'estime avoir fait mon boulot, hein, pour répondre à ta question. Même si c'est loin d'être parfait, on essaie de faire le maximum qu'on peut faire avec les outils qu'on a et le savoir qu'on a aujourd'hui. Pour répondre à la question de la rotation, moi, c'est donc j'ai 3 ans de prairie. La prairie, la particularité chez moi, c'est qu'elle est implantée sous couvert d'une culture de printemps et elle est détruite au printemps pour faire une culture de printemps. Tout ça pour pouvoir laisser quasiment 4 ans le sol sans avoir... Parce que moi, chez moi, la problématique majeure, c'est les raies. Donc c'est pour pouvoir régler la problématique raies. Donc pendant une prairie, on arrive à gérer les raies puisqu'on ne les laisse pas monter à graines. Et en plus de ça, en semant au printemps et en détruisant au printemps, on est sur des cultures de printemps où on n'a pas de levée de raies. Quand tu dis prairie, juste c'est semis. En prairie, c'est légumineuses pérennes, c'est trèfle violet, luzerne, comme font mes collègues, et avec une graminée qui peut être dedans, spontanée, le raies gras, entre autres, qu'on gère. Voilà. Et ensuite, partant de là, moi je pars sur une succession de cultures de printemps et de cultures d'automne, enfin cultures d'été et cultures d'automne. Et en fonction du salissement, on va faire 2 printemps de suite, ou 2 automnes de suite, ou printemps, automne, sur 6 ans. Voilà. Ouais, en 5 minutes, bravo. Voilà. Après, en plus de ça, en parallèle, on travaille sur des semis très précoces et des successions de cultures les unes dans les autres pour arriver à essayer de faire du semis direct, du pseudo-semis direct, sans semer à l'automne. Voilà. Donc c'est encore au stade des essais. Tu as travaillé dessus un petit peu, j'en ai entendu parler. Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus, on n'est pas encore au point, mais voilà, c'est une bonne avenir. Avec une fraise, avec un sème exact. On va conclure. On va conclure et on va libérer tout le monde. Du coup, merci à tous d'avoir participé à la table ronde. Merci à tous d'être venus. Bravo. Et donc, je conclurai par une citation d'agriculteur de Christian Carbonel, chez qui on conduit en ce moment des essais de couverts végétaux, qui dit de toute façon, tu peux toujours apprendre à sec, mais à un moment, pour vraiment savoir, il faudra se mouiller. J'aime bien. Merci beaucoup.